Yes, alors. Ok, je pense que c'est bon. Je vais quand même vérifier. Bonjour à tous, il y a des gens qui nous voient. Bonjour et bienvenue pour ce live avec Samuel Gérant et moi-même. On va vous partager, il vient de vous parler de comment mettre du sens dans ses activités pro et perso. Et puis surtout, parler aussi de comment mieux se connaître pour libérer, découvrir ses potentiels et ses talents grâce à une méthode particulière qui va nous parler. Je suis en train de regarder, c'est bon, ça marche bien. Alors, pour tous ceux qui nous regardent, j'ai envie de nous inviter là pendant 1-2 secondes, en tout cas de prendre des temps de respiration profonde. Hier, je vous ai partagé, je vous ai parlé de cohérence cardiaque et je me dis c'est toujours le moment en fait. On trouve toujours des temps pour ne pas respirer, mais je pense que surtout encore en ce moment, je pense que c'est essentiel de respirer quand on est toute la journée dans des masques, pour tous ceux qui sont obligés de porter des masques. Je pense que c'est important quand on peut, quand on n'a pas de masque, de prendre des grandes inspirations. C'est précieux en plus ces temps-ci de pouvoir respirer. Ok, là, je vais partager. Hop. Avant de commencer, donc si tous ceux qui n'ont pas vu ma vidéo d'hier, vous pouvez la regarder sur la cohérence cardiaque et sur la respiration un peu, pour gérer mieux ses peurs et son stress. Et sinon, j'avais partagé des vidéos de cohérence cardiaque aujourd'hui. Ok, donc bienvenue Samuel. Merci Mathilde pour l'invitation. Ok, tu es où en ce moment? C'est où? Et c'est génial avec la technologie, on peut être connecté un peu partout dans le monde. Où tu te trouves en ce moment? Eh bien, actuellement, je suis, comme je te disais, donc en Algarve, donc dans le sud du Portugal. Voilà, je me suis retrouvé confiné là-bas, puis finalement, il se trouve que voilà, j'y reste encore. Yes, bah, tu as raison. De te faire plaisir. Donc, juste moi, je me présente pour ceux au cas où qui ne me connaissent pas. Si vous tombez sur ce live, n'hésitez pas, en tout cas, à commenter tout au long de ce live, à liker, partager si ça peut intéresser d'autres personnes. Donc, moi, je suis Mathilde Robera, je suis coach relationnel. Donc, je travaille avec tout ce qui est relation à soi, relation aux autres, à son entreprise, à la vie, et puis sage-femme de l'âme pour pouvoir oser un grand oui à la vie, un grand oui à soi pour se déployer aussi ses talents, et vivre en étant épanoui à partir de soi, de ce qui nous anime profondément. Et donc, qui est Samuel Gérant? Est-ce que toi aussi, tu peux te parler de toi, de savoir qui es-tu? Alors, c'est toujours une vaste question hein, que de se définir. En tout cas, là, dans le cadre de notre échange, j'ai envie de dire que ça fait très longtemps que je me passionne et que je m'intéresse pour le potentiel humain et la révélation et la mise en lumière de celui-ci. Et donc, du coup, c'est passé par moi-même rechercher quels étaient mes potentiels pour ensuite voir quel talent j'avais, je pouvais développer. En fait. Et donc, aujourd'hui, c'est devenu mon activité principale. Enfin, c'est devenu, ça a été tout un long parcours. Mais voilà, si je devais me définir, c'est que j'accompagne vraiment les gens à se révéler, à révéler leur qualité profonde et ensuite en faire un projet de vie adéquat. Donc, on est un peu, enfin, quand tu te décrivais, oui, en fait, quelque part, on est assez proche. On est assez proche, en fait, en termes de description. Et après, ouais, qui je suis? Très grande question. Enfin, voilà, on pourrait parler pendant des heures, mais c'est peut-être pas que ça le sujet aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu as envie de dire, évidemment, de toi, si tu as envie de te décrire là, tout de suite, maintenant? Je sais que ça pourra changer dans 10 ans, mais là, tout de suite, maintenant, si tu avais envie de te définir, ça serait… Ok. En fait, j'ai envie de dire que ça fait très longtemps que je suis touché par les traditions de ce monde, les peuples traditionnels, dans le sens où je trouve qu'il y a une sagesse inhérente à travers certains peuples qu'on peut retrouver à travers le monde, qui sont les peuples les plus anciens, ce qu'on appelle les peuples premiers, en fait. Et j'ai toujours été attiré, intrigué par leur sagesse parce que je trouvais que dans notre société, donc en l'occurrence en France, mais même d'une manière plus globale en Occident, je trouvais qu'il manquait une forme de sagesse sur justement la connaissance de l'être humain. Et donc, du coup, j'ai été très tôt attiré
aller rencontrer voilà, des sages ou des peuples qui véhiculent des messages de sagesse en lien avec soi, mais du coup en lien avec le vivant, en lien avec la terre. Et ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est la chose qui m'habite le plus. C'est un truc que j'aime toujours me rappeler que il y a des peuples anciens et en plus qui aujourd'hui sont vraiment menacés par nos modes de vie, parce qu'on se rend pas compte en fait que comment justement nos modes de vie à l'heure actuelle impactent ces peuples en fait en direct au quotidien. Et voilà. Donc c'est un sujet vraiment qui me touche très profondément. Ok. Tu nous parlais de sujet qui est comment mettre du sens dans ses activités perso et professionnelles. Et je pense que c'est complètement, en tout cas à mon sens, c'est complètement d'actualité, dans le sens où ce confinement, ce qui se passe au niveau mondial, c'est peut-être venu interroger, en tout cas moi c'est ce que je peux voir autour des personnes que j'accompagne ou autour de moi, interroger justement sur le sens de sa vie, sur ok, maintenant quand je fais le constat de ma vie aujourd'hui, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que ça m'anime? Est-ce que je me lève le matin en étant super joyeux, en étant avoir envie, en fait, avoir une énergie qui soit boostante, qui donne envie de réaliser sa journée? Et voilà, où est-ce que je mets un peu mon énergie? Qu'est-ce que j'en fais? Et où je mets mon temps et mon énergie? Et du coup, c'est ça, aussi mettre du sens. Pour moi, c'est complètement dans un sujet d'actualité, encore plus ces temps-ci. Qu'est-ce que tu as de dire, toi, sur ça? Comment mettre du sens? Mais derrière ça? Bon, du sens, on peut en mettre dans plusieurs aspects de notre vie. On peut en mettre dans notre profession, on peut en mettre dans notre couple, on peut en mettre dans nos activités personnelles, dans nos investissements peut-être associatifs ou voilà, ou mettre du sens même dans sa famille, avec ses amis. Enfin, du sens, en fait, on peut en mettre à toutes les sauces dans tous les domaines de notre vie, quoi, quelque part. Donc ça, il n'y a pas de souci, quoi. Si on peut mettre du sens, on peut en mettre. Après, c'est vrai que cette question du sens, j'ai l'impression, notamment, tu vois, tu faisais référence au confinement qu'il y a eu ces derniers temps. C'est comme si ce temps-là d'introspection que ça nous a amené à vivre quelque part, on a été forcés d'aller nous retrouver à l'intérieur, comme dans un monastère ou dans un ashram un peu quelque part. Et du coup, ça nous a mis face à nous-mêmes, mais en fait, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et c'est venu ramener cette question essentielle, à savoir, déjà, le premier des sens pour moi, c'est l'environnement, c'est-à-dire l'environnement dans lequel je vis. C'est vraiment la base, quelque part, pour moi, dans la pyramide des sens. C'est en effet, est-ce que l'environnement dans lequel je vis, il me convient? Donc, si je vis dans une ville et que la ville, ça me rend dingue, ça me stresse, que je me sens pas bien dans cet environnement-là, est-ce que c'est vraiment là où je dois rester vivre, en fait? Et pour moi, ça, c'est vraiment la base, le numéro 1. Et du coup, tu vois, c'est pour ça aussi, tout à l'heure, tu me posais la question, où est-ce que tu vis aujourd'hui? Quelque part, si je me retrouve à vivre ici et que j'ai envie de rester là, quelque part, c'est parce que cet environnement-là, il fait vraiment hyper sens pour moi. Donc, la première chose, c'est l'environnement. Mais vraiment, quand je parle, c'est vraiment géographique. C'est la terre là où je me sens bien. Je trouve que c'est la base essentielle sur laquelle on devrait, si on peut, en tout cas, si on a la possibilité de vraiment réfléchir à ça déjà, mais est-ce que je me sens bien là avec la nature qui est proche, enfin la nature qui m'entoure? Est-ce que cette nature-là, elle me nourrit, ou est-ce que les relations, les humains qui sont pas très loin de chez moi, est-ce que je peux rentrer en relation avec eux facilement? Est-ce que c'est des relations qui vont pouvoir me nourrir? Voilà, ça pour moi déjà c'est essentiel en fait, ça. Ok. Est-ce que du coup, le numéro 1 et du coup, toi, donc le numéro 2, en termes de mettre du sens dans sa vie, donc la base pour toi, ça serait son lieu géographique, où est-ce qu'on vit? Est-ce que c'est le lieu physique aussi, j'ai envie de dire, enfin la localisation géographique et le lieu physique, est-ce que c'est dans une maison, un appartement, quelque chose de peut-être grand, petit, lumineux? Puis après, il y a géographiquement, est-ce que je suis entourée des montagnes, de la mer, de la campagne, de la ville? Et peut-être qu'il y a des gens qui vont se sentir bien en ville parce qu'ils se sentent appelés aussi à peut-être à contribuer ou à œuvrer en ville ou à être entourés d'humains.
Ouais. Et d'autres, moi, qui vont plutôt avoir tendance à préférer être au contact de la nature, d'autres entre deux, dans des communautés dans la nature, parce qu'il du coup, il existe tellement de formats différents, Ça. des affinités. Ouais. En effet, enfin, après, enfin, moi, ce truc-là, ça m'est venu avec le temps, tu vois, c'est vraiment avec l'observation de regarder, bah, ok, quand je suis en ville, comment je me sens? Quand tu vois, j'ai fait toutes les expériences, j'ai vécu en ville, à la campagne, à la montagne, près de l'océan, tout ça. Et à force de vivre ces expériences, bah, ouais, en effet, l'environnement idéal pour moi, ça s'est dessiné, mais à force de vraiment faire l'expérience d'être dedans. Et, et après, ensuite, bah, petit à petit, on affine, quoi. On affine ça, mais en effet, ça, c'est vraiment important. Après, il y a une autre chose qui est très importante, bah, c'est en effet, comme tu disais, bah, qu'est-ce que j'offre au monde? Quelle est mon activité que j'offre au monde? À un moment donné, je partageais mon expérience par rapport à ça, c'est-à-dire que moi, je voulais vivre, enfin, il y a une quinzaine d'années, j'avais commencé mon chemin, je voulais vraiment vivre dans une communauté, dans la nature, et ça, c'était vraiment le truc qui faisait sens pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais rien à apporter dans cette communauté. Je me connaissais pas assez, tu vois. Et du coup, ça, pour moi, c'est la deuxième étape, une fois que j'ai découvert l'environnement. Alors, la deuxième, enfin, en même temps, après, tout dépend d'où est-ce qu'on en est dans notre vie. Parce qu'il y a des priorités. Pour moi, à un moment donné, la priorité, c'était pas tant le lieu de vie, mais c'était de me connaître et de développer mes potentiels, en fait. Donc, c'est pour ça, j'ai envie de dire, c'est relatif, tu vois. Quand je dis la priorité, peut-être que là, aujourd'hui, quand je dis la priorité, c'est pour moi, à mes yeux, là où j'en suis moi dans ma vie, dans mon cheminement. Mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, sa priorité, ce sera autre chose. Ça, c'est vrai que ça demande vraiment d'être défini, en fait. La priorité du sens. Et voilà. Mm. Ouais, ouais, c'est ça. Et ce qui me vient, c'est aussi ce lieu de vie. En tout cas, moi, ce que j'ai pu expérimenter, c'est que j'ai eu des périodes, en fait. Moi, à un moment donné, j'ai voulu vivre vraiment un peu mon rêve. C'était quand j'étais jeune, je dis, moi, je veux me vivre dans la nature, un peu fin fond de la forêt, un peu coupé du monde. C'était ça, mon rêve. Je l'ai vécu. Je me suis offert, en tout cas, ça. Je me suis offert, j'ai envie de dire, le privilège ou l'opportunité de vivre ça. Et en fait, au bout d'un an ou deux, j'ai senti que c'était plus juste pour moi. J'avais besoin de revenir un peu plus avec en contact, à être en ville, peut-être être avec plus près de l'humain. J'ai aussi changé de travail en même temps, en travaillant auprès des humains. Du coup, ça avait complètement du sens aussi de me rapprocher, que ce soit physiquement que dans mes élans de l'humain. Et donc, je pense que c'est aussi en fonction des périodes de vie. Il y a des périodes de vie où on va peut-être se sentir plus, je ne sais pas, j'ai envie de dire montagne, et des fois peut-être plus océan, des fois plus campagne, des fois plus ville, en fonction de ce qu'on va traverser dans sa vie et où là où on en est. Tu vois, aujourd'hui, tu me dis, pour toi, ce qui a du sens, ça va être, avant, c'était peut-être de te connaître, développer tes potentiels, et aujourd'hui, du coup, tu as plus d'espace pour aller savoir qu'est-ce qui est pour toi ton lieu de vie un peu plus idéal. Clairement. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et par rapport à la question du sens, du coup, j'ai envie de revenir à quelque chose de moins personnel ou de plus collectif qu'on traverse à l'heure actuelle, dans le sens où clairement, on est en train de vivre voilà, une grosse transition en fait au niveau de la société. Ça, c'est vraiment important d'en avoir conscience qu'on est en train de changer de paradigme, mais d'une manière profonde dans le monde. Et donc, du coup, on est dans cette phase du combat en fait entre l'ancienne vision et la nouvelle vision. Donc, l'ancienne vision, c'est la vision industrielle du monde, qui est celle-là, bah, on voit très bien qu'elle est à bout de souffle, enfin, qu'elle a fini par ruiner à la fois l'humain, à la fois les ressources, à la fois enfin voilà, tout ce qu'elle a généré, bah, on a vu qu'aujourd'hui, c'est plus possible en fait de continuer dans une vision industrielle du développement de l'être humain sur la Terre, et qu'on doit passer à autre chose. Mais il en va vraiment de la survie en fait de l'espèce humaine. On voit très bien que si on continue comme ça, tous les indicateurs sont rouges, on peut pas continuer en fait. C'est juste mort quoi. Et donc là où ce qui se passe en ce moment, c'est que bah, tout est en train de s'effondrer. Mais vraiment quoi. Enfin, et quelque part, bah, la crise du coronavirus, là, ça a juste amplifié quelque part l'effondrement de certaines parties de l'économie qui ne sont plus justes quelque part par rapport à la transition vers laquelle on doit aller quelque part, alors qu'on arrive à faire plus ou moins consciemment. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est-à-dire que
que j'ai remarqué, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont vouloir défendre encore l'ancienne vision, donc l'ancien paradigme. Et je vais te parler un peu du coup de la nouvelle vision, de qu'est-ce que j'entends par nouveau paradigme. Nouveau paradigme, quelque part, tu vois, l'idée, c'est qu'on va passer d'une économie de compétition, donc basée sur, bah voilà, on est tous en compétition les uns contre les autres, etc., à une économie de coopération, en fait. C'est-à-dire que là, on va être obligé de coopérer. C'est même pas que, enfin, on est à la fois obligé, mais en plus, on en a besoin. On se rend compte que c'est vraiment un besoin. C'est-à-dire que si on veut survivre ensemble sur ce bateau-là qui est la Terre, eh ben, il va falloir qu'on coopère et qu'on génère de l'intelligence collective pour être vraiment créatif pour générer la survie de l'espèce, quoi. Parce que voilà, clairement, quand je vois j'ai plein d'exemples de pollution que je vois encore aujourd'hui, mais je me dis, mais on continue encore de polluer autant, alors que pourtant, tous les indicateurs sont là que s'il est vraiment urgent d'arrêter de polluer si on veut continuer d'être en bonne santé et juste de vivre, en fait. Donc, la coopération, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça, au niveau de l'économie. Et après, au niveau individuel, il y a vraiment, dans l'ère industrielle, on était dans une phase où l'individu n'existait pas quelque part. C'était, tu vois, cette vision un peu tayloriste du travail où c'était, bah voilà, l'individu est juste un élément de la pièce de la production, de la machine à produire. Et ça, c'est complètement terminé. Et maintenant, on va vers vraiment l'individuation, l'individualité, le développement justement des qualités propres de chacun et de la révélation de l'être de chacun, en fait. Et que c'est ça, dans l'économie d'aujourd'hui et puis du coup de demain, qui va prévaloir. C'est-à-dire que en termes de développement, si on continue de… Alors, c'est encore possible, hein, ça existe encore, hein, la possibilité de se développer, de continuer à être un élément de la machine à produire. Ça existe encore un peu, mais j'ai envie de dire que ça va être de moins en moins. Et parce que tout nous invite à exprimer qui on est. Alors, c'est quoi exprimer qui on est? Ouais. Du coup, pour moi, j'ai envie de rebondir et de se dire, c'est vraiment ça, de se dire, OK, on va avoir besoin de coopérer et de co-créer ensemble. Et pour coopérer et co-créer, il va falloir se connaître et mettre au service nos talents, nos compétences, nos capacités, pour même créer des synergies ou créer des choses qui n'existent pas encore parce qu'on a fait jaillir chacun chez soi son potentiel, son talent et tout, pour moi, tout ce qui est essentiel. Et moi, j'accompagne vraiment à la reconnexion à soi, c'est-à-dire, OK, se connaître qui je suis pour savoir ce que j'ai envie d'amener et pour être encore plus, j'ai envie de dire, efficace, mais pas dans le sens efficace, genre, ouais, super, un truc d'efficacité, mais pour que ça soit vraiment au service, en fait, et que ça porte chacun. J'aime beaucoup la phrase qui est, et je te laisse la parole, qui est de Delima, qui est le collectif soutient l'individu et l'individu élève le collectif, pour vraiment que ça soit quelque chose ensemble et en même temps sans renier notre individualité et notre singularité en tant qu'être humain. Yes, carrément. Et du coup, pour continuer par rapport à ça… Sur comment se connaître, comment découvrir ses potentiels, ses talents, parce que je sais que c'est aussi toi, une de tes spécialités avec une méthode que tu es formée. Ouais, du coup, déjà, ce que j'ai envie de parler, c'est qu'il y a deux visions par rapport à ça que j'ai rencontrées, qui est à la fois une vision que je dirais plus orientale, mais pas que orientale finalement, parce qu'on retrouve ça en fait quelque part tu vois, je parlais des sociétés traditionnelles, des peuples premiers. On retrouve ça d'une manière globale, c'est-à-dire exactement la citation que tu donnais juste avant, où le pouvoir individuel soutient le collectif. Je vais prendre juste l'exemple que j'aime beaucoup des aborigènes en Australie, où en fait, chaque individu se développait alors là, c'était sous dans le cadre de la tribu. Mais l'idée, c'est que chaque individu développe ses talents et apporte du coup son talent pour le collectif. C'est-à-dire que plus l'individu, tu vois, développe ses qualités, ses compétences et tout, et ben plus ça va être de la valeur ajoutée, tu vois, pour le collectif. Forcément. Et c'est pour ça que c'est hyper important aujourd'hui de développer nos qualités parce que ça va avoir un impact positif sur le collectif. Je ne peux pas changer le collectif tant que moi-même, je ne me suis pas connu et que je ne connais pas mes qualités, que je ne sais pas ce que j'ai à offrir au monde, quoi, quelque part. De ce que j'ai à offrir de meilleur. Et alors ça, c'est la vision aborigène. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'eux-mêmes, ils avaient un système où ils apprenaient
à célébrer, c'est-à-dire à regarder, dès qu'ils passaient un cap de compétences, ils annonçaient à toute la tribu, ils disaient, bah voilà, maintenant, avant j'étais musicien, maintenant je suis grand musicien, tu vois, par exemple. Où ils se nommaient eux-mêmes à travers leurs qualités. Et ça, on le retrouve dans tous les systèmes, c'est vraiment intéressant. J'ai rencontré un moine tibétain, il me disait, bah, c'est la même chose au Tibet, alors sous une autre forme. En Inde, c'était pareil. En Amérique du Sud, exactement la même chose. Toujours l'idée que l'individu, parce que ces petites sociétés-là, ces petites tribus à petite échelle, ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir un individu, entre guillemets, qui était faible en termes de ce qu'il allait apporter aux autres. Parce qu'il en allait, tu vois, de la survie, en fait, de la tribu, quoi. Et donc, il fallait avoir des individus forts, mais forts dans leur qualité, dans ce qu'ils apportent pour le collectif. Et en fait, donc voilà, il y a vraiment cette idée-là qu'on doit développer nos qualités fortes le plus tôt possible. Vraiment le plus tôt possible. Alors que chez nous, en Occident, enfin dans le bassin méditerranéen, j'ai observé ça, il y a cette idée qu'on doit développer nos qualités faibles. Très tôt, on nous dit ah, t'es pas bon là-dedans, ah, mais c'est là qu'il faut que tu t'améliores. Je sais pas si ça déjà arrivé ça, mais moi, nombre de fois qu'à l'école, on m'a dit mais si t'es pas bon en maths, mais il faut que tu travailles encore plus tes maths. Sans chercher à comprendre qu'est-ce qui m'animait vraiment. Alors que moi, le truc qui m'animait, c'était pas du tout les maths. Et voilà. Du coup, ça, c'est vraiment un truc très important parce que très fortement en France, hein, puis dans d'autres pays du bassin méditerranéen, on nous a pas appris à mettre le curseur de où il fallait développer nos qualités, en fait. Si tu vois, c'est comme si on nous avait inversé la boussole. On nous a appris à développer nos qualités faibles et pas à reconnaître nos qualités fortes. À les sous-estimer quelque part, tu vois. Et ça, c'est un vrai problème en termes d'estime de soi et de considération parce que du coup, on s'est construit psychologiquement sur quelque chose qui est bancal. Donc, l'estime de nous, elle est forcément bancale. Si tu regardes, par exemple, aux États-Unis, ils ont vraiment une très forte estime d'eux-mêmes et parce que aussi dans le système américain, on encourage les gens à dire ah t'es bon dans ça, vas-y guys, vas-y développe ça. Et du coup ils ont une estime d'eux qui est juste hyper forte. En France, c'est catastrophique l'estime personnelle individuelle des gens. Tu regardes, c'est juste c'est lamentable. Enfin c'est un gros il y a énormément de travail, tu vois justement au niveau psychologique pour retravailler là-dessus sur l'estime personnelle, quoi. Donc ça, c'est déjà la base, tu vois, qui est vraiment importante à capter, à saisir qu'on n'a déjà pas des bonnes fondations depuis qu'on est tout petit sur ce qu'on nous a, là où est-ce qu'on a mis le curseur et ce qui fait qu'on est embrouillé en fait, parce qu'on a cru que voilà, il fallait développer des qualités faibles, alors qu'en fait, ce qui est important et là où on va avoir de l'estime personnelle et on va avoir de la satisfaction, c'est quand on développe nos qualités fortes, parce que les autres vont nous le renvoyer rapidement, on va dire « t'es fort dans ça » et du coup, on va avoir des feedbacks positifs. Et puis nous-mêmes, on va être fiers de nous-mêmes, en fait, quelque part. On va dire « j'étais capable de ça, j'étais capable d'apporter ça, mais c'est magnifique. » Alors que quand tu galères à apporter un truc qui en plus te fait même pas vibrer, tu fais même pas kiffer, et là, mais forcément, tu rentres dans une spirale descendante, tu vois, une spirale négative, quoi, sur la vision de toi-même et du coup, sur ce que tu peux apporter aux autres au monde, quoi. Moi, je voulais juste rebondir. C'est sûr que moi, je vois que dans notre éducation et dans notre scolarité, on nous apprend à genre, il y a 4 grandes matières qu'il faut savoir, genre français, maths, histoire géo, physique. Et après, le reste, c'est un peu mis de temps en temps, c'est saupoudré. Et en fait, si tu n'es pas forte dans ça, en gros, tu es nul. Et c'est sûr que ça n'amène pas du tout à aller développer nos propres talents. Il faut qu'on c'est plutôt entrer dans un moule et essayer qu'on soit tous pareils, monter sur le même modèle. De même modèle d'apprentissage qui ne développe pas du tout les compétences de chacun. En fait. Grave. Alors justement, du coup, ça me donne envie de continuer sur mes recherches et mon parcours par rapport à ça. C'est-à-dire que à un moment donné, je me suis intéressé à la pédagogie, à l'éducation, parce que je me disais, mais il y a un vrai problème en fait. Tu vois, j'avais fait un mémoire sur l'éducation à l'école et je m'étais rendu compte que 80% des jeunes se plantent d'orientation, tu vois, en France. C'est quand même un truc énorme.
après le bac, tu vois, c'est un chiffre officiel. Ah ouais. Et je me dis, mais c'est quoi le truc, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? On ne se connaît vraiment pas pour… enfin, il y a vraiment un problème de connaissance de soi. Donc, ça m'avait amené à explorer différentes pédagogies, différentes approches pédagogiques. Et je me suis rendu compte qu'en effet, le fait de vouloir, comme tu disais, uniformiser l'enseignement, eh bien, ça amène à ce phénomène de vouloir être normal. Mais alors qu'en fait, on est tous uniques. Et du coup, il y a quelque chose dans la reconnaissance de notre unicité en fait qui n'a pas été vue, qui n'a pas été encouragée quelque part par les pédagogues. Et du coup, on cherche à être normal alors qu'on est des individus complètement anormaux dans le sens où on est complètement unique, on est complètement, on est tous vraiment, mais totalement différents. Même si on va avoir des familles ou des tribus, tu vois, auxquelles on va pouvoir se reconnaître et appartenir, en effet. Mais on reste quand même unique dans ce qu'on a apporté aux autres au monde. Et alors, du coup, tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce que j'ai rencontré comme approche par rapport à ça. Moi, le truc qui m'a passionné au départ, c'était la question des intelligences multiples. J'ai creusé ça et je me suis dit, mais là, il y a vraiment une piste parce que donc Howard Gardner, là, ce chercheur en neurosciences dans les années 80, il avait découvert donc, que dans notre cerveau, on avait une manière d'apprendre, comme on le croyait, tu vois, avec le test du QI, où on disait il y a une forme d'intelligence, donc il y a une manière, on voyait que la vie en a un, tu vois, donc ça revient à cette idée de normalité, quoi. Voilà, t'es normal si tu as un bon QI, mais t'es pas normal si tu n'as pas de QI. Sauf qu'en fait, c'était très loin de la réalité parce que lui, il a découvert dans le cerveau, on avait 8 formes d'intelligence, donc 8 manières d'apprendre. Et qu'en effet, comme tu le disais tout à l'heure, dans le système scolaire, il n'y en a que 2 principales qui sont vraiment sollicitées. Donc, c'est la logique mathématique et la verbale linguistique. C'est-à-dire que 3/4 de l'emploi du temps des jeunes, encore aujourd'hui, 3/4 de l'emploi du temps scolaire est basé sur ces 2 intelligences. Ça veut dire que le quart du reste, il permet aux 6 autres qualités, tu vois, d'être développées. Donc, ça, c'était un peu un cataclysme dans la reconnaissance justement des potentiels, en tout cas mentaux, de l'être humain, des manières d'apprendre. C'est de dire, mais en fait, le problème, c'est pas les jeunes qui n'arrivent pas à apprendre, mais c'est l'école qui n'est pas capable de proposer des formes d'apprentissage qui correspondent en fait aux jeunes. Par rapport à ça, j'ai juste envie de te donner un exemple que je trouve très intéressant où j'ai une amie qui est prof et sa fille n'arrivait pas à apprendre les maths. Donc, elle avait des très mauvaises notes. Sa prof, elle l'a secouée. Elle disait t'es très, très mauvaise en maths, tout ça. Et en fait, elle s'intéressait aux intelligences multiples. Elle a découvert que sa fille avait l'intelligence corporelle très développée, en fait. Donc, elle a commencé à lui faire apprendre les mathématiques en faisant du monocycle dans son quartier, tu vois. Donc, elle se baladait à côté de sa fille, elle récitait les leçons de maths et tout. Et sa fille, elle était sur son monocycle et elle apprenait. Et là, elle est passée d'une moyenne de 4-5 à… elle a dépassé, elle était ensuite entre 12 et 15 de moyenne, tu vois. Donc, ça pour dire que ça, c'est vraiment la base déjà de savoir quel est notre vecteur d'apprentissage. Comment est-ce qu'on apprend le plus facilement? Est-ce que c'est avec le corps? Est-ce que c'est dans la relation interpersonnelle? Est-ce que c'est en étant seul avec soi-même dans l'intrapersonnel? Est-ce que c'est au contact de la nature, dans le naturaliste? Est-ce que c'est dans la logique, dans la dimension mathématique? Ou est-ce que ça va être à travers le langage, l'expression, ou bien aussi d'une manière visuelle? Est-ce que j'apprends plutôt de manière visuelle? Et à partir de là, je vais pouvoir plus facilement apprendre là où j'ai des difficultés à apprendre. Donc ça peut être un moyen pour… donc c'est comme ça qu'on a créé, si tu veux, au niveau pédagogique, l'interdisciplinarité. On s'est aperçu qu'un enfant qui n'est pas bon dans un domaine, il suffit de l'amener par le biais cognitif qui lui correspond le mieux pour ensuite apprendre ensuite des domaines là où il ne va pas être bon. Donc ça, c'est intéressant au niveau pédagogique. Mais ensuite, la seconde découverte que j'ai faite, donc j'avais fait, tu vois, mes mémoires d'études universitaires là-dessus, sur les intelligences multiples. Et après, j'ai rencontré un autre homme qui, lui, avait créé une école qui était basée sur les intelligences multiples. C'est la seule école au monde, tu vois, qui existe là-dessus. Et là, j'étais, waouh, incroyable.
ça veut dire que dans cette école, on favorise le développement des intelligences de chacun et tout. Donc là, moi, j'ai trouvé ça incroyable comme projet. Et donc, je suis allé le rencontrer et en fait, il avait très vite, il s'est rendu compte que lui, son but, si tu veux, c'était vraiment que les jeunes, quand ils sortent de l'école, entre 15 et 18 ans, qu'ils sachent exactement le plus précisément possible dans quelle direction aller. En fait. Parce que lui, il s'était rendu compte qu'il avait eu de la chance de trouver son talent quelque part, qui lui était tombé dessus comme ça. Mais enfin, il a fait une expérience très tôt qui lui a permis de se révéler à lui-même cette qualité qu'il a pu développer ensuite. Mais il s'est dit, mais moi j'ai eu la chance, mais je vois tellement de jeunes qui galèrent en fait, qui galèrent à trouver leurs études, qui galèrent à savoir qui ils sont pour aller dans la bonne direction. Et du coup, toutes ces années perdues quelque part à se frotter, à se perdre en fait quelque part. Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui se perdent à trouver qui ils sont pour trouver la bonne orientation. Du coup, il a créé avec les intelligences multiples, si tu veux, il s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant pour décider de la voie qu'on pouvait avoir. C'est comme si tu veux, le champ des possibles avant en termes d'orientation pour savoir où est-ce que je pouvais aller dans ma vie, il était comme ça, là, il l'avait réduit à ça. Mais ce n'était pas encore assez précis, tu vois. Donc, du coup, il a créé une autre approche et elle est basée sur une connaissance clairement, elle est tirée en fait de l'Ayurveda, parce que lui, il a créé donc l'école des intelligences multiples en Inde et il était à côté d'une clinique ayurvédique. Et là, il a découvert donc les notions de tempérament en Ayurveda et il a créé ce qu'il a appelé donc les natures multiples. Donc, il s'appelle Stephen Rodolph, donc ce pédagogue là. Et donc là, les natures, l'idée c'était quoi? C'était que ok, on a des intelligences sur comment on apprend, mais aussi on a des manières de se comporter dans le monde. Et donc, ce qui est intéressant dans les natures, c'est que c'est un peu… moi, je ferai le lien aujourd'hui, j'ai envie de faire le lien aussi avec quelque part les familles d'âmes, dont Arnaud Rioux aussi peut parler, parle souvent pour les gens qui cherchent un peu ce qu'ils veulent faire voilà, dans ce qu'il appelle la mission de vie. Donc là, dans ces natures, en fait, l'idée, c'est qu'on a une tendance à se comporter qui va être privilégiée. Et quand on découvre ça, eh ben, ça aide vraiment à… la combinaison de intelligence plus nature, ça aide vraiment à préciser d'une manière drastique la direction vers laquelle on peut aller ensuite au niveau professionnel. Donc les natures, il en a décrit 9. Donc tu vois par exemple la nature à travers laquelle je suis en train de vous partager ce travail, par exemple, c'est la nature éducative, c'est aimer transmettre. Tu vois, là, j'aime transmettre. Donc voilà, je suis dans mon canal, on va dire, éducatif. Mais aussi, quand je vais travailler avec des gens, je vais être plus avec la nature guérisseuse. Donc, voilà, apporter du soin, la guérison aux autres. Après, on va avoir la nature organisatrice, les personnes qui aiment structurer, organiser des événements. Nature protectrice, les personnes qui aiment plutôt protéger. Voilà, je vous l'ai fait rapidement. Tu vas avoir une nature aventurière, les personnes qui aiment partir découvrir le monde. Ça me parle, carrément. Voilà, nature entrepreneuriale, les personnes qui aiment se lancer, créer des nouveaux projets, prendre des risques. Serviable, se mettre au service d'une cause. Et enfin, animatrice, ceux qui aiment se mettre en scène, peut-être faire rire les autres. Et je crois que j'en oublie une. Et oui, et créative aussi, la nature créative. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on a tout en nous. En fait, on a toutes ces qualités, on les a en nous. Après, elles vivent à différentes intensités. Voilà, c'est vraiment ça qu'il faut voir. Ok, ouais, j'avais une question. Du coup, tu parlais des intelligences multiples. Du coup, il y en avait 9 aussi, 9 natures multiples et 9 intelligences dans ce qui a été dit. Alors, Howard Gardner, le créateur, il en avait recensé 8. Okay. Stephen Rodolph, lui, il a juste subdivisé 2 intelligences et du coup, il en a fait 10. C'est-à-dire que il a demandé l'accord à Howard Gardner, bien sûr, avant de faire ça. Mais il a dit que voilà, il y a l'intelligence corporelle globale, du corps dans sa globalité, mais il y a aussi l'intelligence manuelle, fine. Donc, il y a des personnes qui vont être plus dans le physique et d'autres plus dans faire des choses finement. Et après, dans le visuel, il y a
il va y avoir l'intelligence visuelle, comment je me repère dans l'espace, donc spatial, la vision globale de l'espace. Et puis après, il y a l'intelligence visuelle, mais qui est plus dans l'imagination, c'est-à-dire des choses que j'arrive à voir et que je vais être capable de reproduire dans la réalité. Donc plutôt visuel, graphique. Par exemple, je suis capable de voir quelque chose et de le dessiner. Ok. Et du coup, il y a donc les intelligences, ça va plus se baser sur notre façon d'apprendre, d'entrer en lien avec le monde. Et les natures, ça va être plutôt nos talents et nos compétences. Alors, en fait, les deux, moi, j'utilise le terme de potentiel pour ces 19 qualités-là que je viens de te décrire. Ok. L'idée, c'est qu'on part d'un truc qui est le potentiel. C'est-à-dire que le potentiel, c'est un peu comme une énergie qui est insipide, qui demande à s'exprimer. Après, l'étape d'après, une fois, quand je vais découvrir mon potentiel, je vais dire, ah ouais, ça, j'aime faire ça. Ça, c'est un truc qui me parle. Après, bah, du coup, je vais commencer à orienter cette énergie qui était insipide au départ, qui était un peu, tu vois, comme un feu follet. Je vais commencer à orienter cette énergie et à me former et à apprendre des choses là-dessus en lien avec ce domaine-là. Donc, du coup, je vais développer une compétence. Je vais développer de la compétence. Puis, arrivé à un certain stade de compétence, là, je vais passer à une autre étape. Une fois que j'aurai acquis un ensemble de compétences solides dans ce domaine-là, bah, là, je vais pouvoir dire que, OK, j'ai développé un talent, en fait. Un talent, pour moi, c'est vraiment quand j'ai acquis un certain nombre de compétences dans le domaine, de dire, bah ouais, on peut dire que là, il est talentueux. Quelqu'un qui est talentueux, c'est quelqu'un qui a vraiment bien travaillé. On ne devient pas talentueux du jour au lendemain. Clairement. Tu vois, tu vois, il y a une guitare là, juste là. J'ai commencé à me mettre à la guitare. Et ben, franchement, il va me falloir 20 ans peut-être pour que je sois talentueux dans ce domaine parce que j'ai besoin de développer vachement de compétences. Après, la question de j'ai plus ou moins de facilité, en effet, il y en a qui vont avoir plus de facilité pour l'apprendre que d'autres. Et c'est ça qui va être intéressant de regarder. En fait, là où je mets le curseur, toujours, c'est de dire, OK, où est-ce que tu as le plus de facilité pour apprendre? Ça, c'est là où le plus de facilité et de joie aussi, bien sûr, parce que les deux doivent correspondre. C'est où est-ce que ça te fait vibrer, en fait, d'apprendre avec joie. Et à partir de là, OK, bah, vas-y, mets toute ton énergie là-dedans. Et ensuite, bah, tu vas développer ton talent. Et au bout d'un moment, après l'étape d'après le talent, il y a une étape encore après, c'est ce qu'on appelle l'expertise. Et là, c'est là où ça commence à être intéressant parce que il y a des Américains qui ont fait une étude là-dessus sur l'expertise. L'expertise, c'est vraiment, on est encore sur du travail, c'est-à-dire que c'est un talent qui a été travaillé un certain nombre d'heures. Et la notion d'expert, c'est vraiment ce qu'on appelle le seuil, quand on a passé le cap des 10 000 heures de travail dans un domaine. Ils ont observé ça, tu vois, donc ils ont fait une étude sur des joueurs de musique. Et qu'est-ce qui faisait qu'un musicien avait un niveau régional, un autre à niveau national et un autre à niveau international? Ben, c'était juste le nombre d'heures de pratique de son instrument. Celui qui est au niveau international, il a passé le cap des 10 000 heures de pratique. Celui qui était au niveau national, il était entre 6 et 8 000. Et celui qui est en dessous, donc entre 4 et 6 000, il était au niveau régional. Il n'y a pas de secret, en fait. Et donc, du coup, l'idée, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui est expert, l'intérêt de devenir expert et de découvrir le plus tôt où est-ce que je peux développer de l'expertise dans un domaine qui me fait vibrer, c'est qu'après, quand je suis expert, j'ai même plus besoin de chercher quelque part le travail parce que vraiment, je vais être demandé naturellement pour l'expertise dans laquelle je suis. Il y a un très bel exemple pour illustrer ça, alors, c'est un exemple complètement extrême, mais c'est un Japonais qui a 75 ans, qui ne s'est jamais arrêté de travailler. Il fait il souffle du verre ou il fait de la céramique, enfin voilà, un truc. Et il a atteint lui, il en est à 150 000 heures de pratique de son art. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il produit un truc, ça vaut des millions parce que il a tellement une expertise dans son truc que c'est juste, mais d'une beauté rare, tellement précieuse que tout le monde, que les gens s'arrachent ce qu'il veut faire. Enfin, il n'a même pas besoin de se poser la question s'il va le vendre ou pas. De toute façon, ce qu'il va faire, c'est tellement raffiné, beau, que voilà. Ok. Moi, j'avais une question. Est-ce que du coup, tout le monde peut devenir expert?
Est-ce que là, du coup, tu parles de talents qui sont innés et en fait, c'est à dire qu'on a déjà un potentiel et quand on travaille ce potentiel, ça devient un talent et ça devient une expertise. Et, Ouais. et le fait que tout le monde peut aller à de l'expertise ou est-ce qu'il y a des gens qui vont être un peu, on parle de multipotentiel, je ne sais pas si toi, ça te... Ouais. Ouais, carrément, ça me parle. Bah, je m'identifie pas mal à cet aspect multipotentiel. Enfin, je me reconnais vraiment là-dedans. Donc, je peux t'en parler avec expérience, j'ai envie de dire. Euh, En effet, il y a différents. Ce qu'on a observé, bah, justement, il y a différentes. Si tu veux, par rapport aux natures multiples, donc il y a un test qui existe hein, que je fais passer, donc généralement pour Ok. accompagner les gens. Ok. Et dans les résultats de ce test qu'on a observé, c'est que il y a deux grands types de personnes. Il y a trois catégories de personnes. Il va y avoir en effet ce qu'on a appelé les personnes qui ont plein de potentiel, donc ils vont avoir tout, quelque part un peu toutes les qualités qui sont allumées, ils ont des centres d'intérêt multiples. Ils s'intéressent et ils peuvent se passionner pour plein de choses. Après, tu vas avoir les personnes qui sont au milieu, qui s'intéressent pour voilà, pas mal de choses, mais pas tout. Et puis après, il y a ce qu'on appelle autrement les experts. Alors, c'est une autre définition encore là, pour le coup. Mais les personnes qui vont avoir juste une ou deux qualités, un ou deux focus dans leur vie et ils sont à fond, à fond. Tu vois, par exemple, un chirurgien dentiste va vraiment être à fond. Il adore faire ça et tout. Toi, tu es là, tu comprends pas pourquoi, parce que tu es multipotentiel, toi, tu t'intéresses à plein de choses, mais lui, il s'intéresse à plein de trucs. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas exister des chirurgiens dentistes multipotentiels aussi. Le tout, en fait, ce que j'ai découvert, c'est que ça va être le challenge pour les multipotentiels, ça va être dans la manière d'agencer sa vie et de prioriser. Et en effet, à un moment donné, ça va demander de faire des choix. Moi, c'est vrai que ça m'a demandé de faire des choix, de dire bah, à un moment donné, où est-ce que j'ai envie de développer le plus ce qui m'anime. Mais c'est vrai que c'est très fin et très subtil parfois. Et ça demande vraiment d'écouter. Et après, j'ai envie de dire, bah, il n'y a pas de loi après. Il n'y a pas de loi dans le sens, il n'y a pas de feuille de route tu vois, prédéterminée dans le sens tu dois faire ça, tu dois faire ça. C'est à chacun de décider. Il y en a qui vont aimer, j'ai rencontré des gens qui vont aimer explorer pendant 10 ans un truc et le faire à fond et en faire leur métier et tout ça. Et après, changer complètement, radicalement, passer à autre chose et se faire des cycles comme ça tous les 7-10 ans, changer. Il y en a, bah, enfin, en tout cas, moi, j'ai pris ce parti-là de dire, bah, voilà, il y a un domaine vraiment que j'adore et je vais le développer à fond, qui est bah, l'accompagnement de l'être humain. Et après, je vais le décliner à travers les autres talents que j'ai. Ensuite, donc, je mets le focus sur ça, mais en parallèle, je continue de développer un petit peu les autres talents que j'ai. Je continue un peu tous les jours, donc je progresse moins vite. J'ai conscience que je progresse moins vite. Tu vois, pour jouer la guitare que j'aime beaucoup, bah, j'en fais que 10, 20, 30 minutes par jour. Je progresse beaucoup moins vite que quelqu'un qui va s'y mettre à fond. Mais je sais que dans 20 ans, bah, j'aimerais bien faire des concerts de musique, tu vois, franchement. Ça, c'est un truc, c'est un des projets qui m'anime, tu vois. J'aimerais bien un jour jouer des concerts. Mais c'est juste que bah, je sais que ma marge de progression, elle est plus lente dans certains trucs. C'est juste d'avoir conscience de où est-ce que je mets l'énergie, où est-ce que je mets le focus. En tant que multipotentiel, ça demande ça et ça demande du coup d'extrêmement bien organiser et classifier nos talents et lesquels on a envie de développer. Et souvent, en effet, quand on est multipotentiel, on se perd. Il y a vraiment, moi, ça m'est arrivé pendant tellement de nombreuses années de me perdre dans mes directions parce que je n'avais pas suffisamment clarifié les talents en moi que j'avais envie de développer clairement. Je ne m'étais pas suffisamment écouté en fait. Et c'est vrai que cette grille de lecture, là, des natures multiples, mais elle a radicalement changé ma vie du jour au lendemain, dans le sens où ça m'a aidé à mettre une direction claire, de dire mais oui, c'est vraiment ça que j'ai envie de développer. Plus que ça, tu vois, ça m'a permis de prioriser tout simplement. Et ça se fait très rapidement en fait. Ouais, carrément, je te rejoins. Moi, ça me passionne aussi. J'adore ça et j'adore accompagner les gens à se reconnecter à eux pour justement cette notion de choix, pour moi, me semble de priorité, semble essentielle parce qu'on peut vite être. En plus, on peut être très stimulé par plein de choses, par plein de visions extérieures que peuvent apporter aussi les autres, la société, la culture, genre le rêve américain. On peut être très stimulé par des trucs extérieurs en plus à nous et du coup de se sentir très vite perdu sur attends, je vais où, c'est quelle direction, est-ce que c'est mon rêve, est-ce que c'est pas mon rêve. Donc
Ouais, ouais, carrément. Je te rejoins sur ça. Juste que je voulais voir s'il y a des gens, si vous avez des questions, si vous trouvez ça intéressant, vous pouvez, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, qu'on puisse répondre. Je vois qu'il y a eu plusieurs retours. Théo qui nous dit les multipotentiels, réussir à faire des choix sans avoir peur d'abandonner quelque chose. Et je pense que pour moi, c'est ce qu'on dit. Vas-y, si tu veux rebondir. Enfin, moi, en effet, c'est clair que ça demande de faire quelque part un certain sacrifice. Par exemple, d'un point de vue professionnel, ça demande de faire des choix. Et en même temps, ça peut être un choix pour une période de vie. Et comme je disais, à un moment donné, se dire d'être à l'écoute en fait de ce qu'on a envie de développer. Et peut-être que là, tu vois, moi, je te dis aujourd'hui, j'ai décidé de développer ça, mais je sais pas quel va être le mouvement de mes envies dans 4-5 ans. Peut-être que ça va complètement changer. Peut-être que je vais avoir à nouveau envie d'être artiste et de retourner sur les planches et de refaire que de la scène. Quelque chose que j'ai fait à une époque de ma vie, et peut-être que j'aurai envie de refaire ça. Donc, en effet, le tout, c'est de rester à l'écoute. Pour moi, vraiment, la chose la plus importante, c'est ça, c'est d'être à l'écoute en permanente au fur et à mesure, mais de rien sacrifier, parce que c'est vraiment, on revient à cette idée de prioriser. Je priorise en effet ce que je fais au niveau pro, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas le faire à côté au niveau perso. Et ça, c'est vraiment important. Tu vois, avec les natures multiples, on utilise un test qu'on appelle le test des tigres affamés. Et ce que j'ai découvert, l'idée, c'est qu'en nous, en fait, nos potentiels, si on ne les utilise pas, si on les nourrit pas, en fait, comme les tigres, et ben, au bout d'un moment, ils finissent par déprimer, quoi. Quand tu n'utilises pas tes qualités, tu rentres en dépression, en fait. Ouais. Si tu as une énergie créative et que tu n'utilises pas ta créativité, tu déprimes. Si tu as une énergie, si tu aimes bien les lettres et voilà. Et c'est vrai que c'est le gros challenge pour les multipotentiels, c'est qu'il y a plein de trucs, il y a plein de centres d'intérêt. Donc, ça demande de faire de tout un peu. Pour moi, vraiment, je suis plutôt du partisan de… tu regarderais, enfin, ma maison, l'environnement dans lequel je vis, comment je fais, j'ai un espace pour danser, j'ai un espace pour jouer de la musique, j'ai un espace pour peindre, j'ai un espace voilà, j'ai des espaces que je dédie pour chacun des trucs. Et ensuite, en fonction de mes envies, de ce que je sens, je sais que j'ai les espaces qui sont pour là, mais c'est des tout petits espaces, hein, tu vois. C'est voilà, j'ai mon matériel de peinture qui est là, qui est prêt, et quand j'ai envie de peindre, et ben, je vais peindre, etc., etc. Et de ne pas hésiter vraiment à le faire dans la sphère perso, ce qu'on ne peut pas faire dans la vie pro, de le nourrir à fond dans la sphère perso, quoi. Parce que c'est ça qui va aussi recharger nos batteries. Ce qui me vient, c'est que c'est en termes de priorité. Je vois que moi, quand j'ai décidé, en tout cas au niveau pro, une priorité, moi aussi, j'ai décidé de me prioriser sur l'accompagnement de l'humain, donc développer mes compétences dans l'accompagnement. Ce qui m'est venu, de pas mettre, j'ai un côté artiste aussi, je dessine des géométries sacrées et du mandala, et du coup, c'est ok, je vais peut-être y passer moins de temps parce que c'est pas ma priorité, mais il y a un temps qui est accordé. Par exemple, si je décide d'y passer genre 5 heures par jour à l'accompagnement, est-ce que je peux accorder une demi-heure à la créativité ou écrire ce que j'adore écrire. Exactement, exactement. Et c'est très juste ce que tu dis. En fait, le mot qui me vient là quand tu en parles, c'est vraiment moi ce que j'ai appris, c'est la discipline en fait. Ça demande d'avoir beaucoup de discipline. Et c'est un mot qui, alors parfois, moi avant, il me hérissait les poils pendant des années. Moi, j'étais là, discipline, je vais être libre, je suis un rebelle, tout ça. C'est mort pour moi, la discipline. Et plus ça va, plus je mature à l'intérieur et plus je me rends compte de la puissance de la discipline parce que justement, elle permet de structurer, d'organiser ce que j'ai envie de développer. Et donc, c'est hyper important d'avoir une discipline, comme tu disais, une discipline voilà, pour chaque chose qu'on veut faire et de s'y tenir. Parce que ce qui est très important, c'est de se tenir à ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. Parce que si on ne le fait pas, après, intérieurement, on ne se sent pas bien. Alors que ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on se tient à la chose qu'on s'est dit qu'on allait faire. Peut-être qu'au début, on va avoir des résistances pour le faire et tout, parce qu'on se dit, ouais, mais de toute façon, ça sert à rien. Et tout. Mais la satisfaction que tu as une fois que tu as terminé ce que tu t'es dit que tu allais faire. Mais là, tu vois, là, on travaille vraiment sur la dynamique d'estime de soi, en fait, d'amour de soi aussi, parce que vraiment, j'ai pris un temps pour moi pour améliorer ma valeur, pour rendre visible la valeur de ce que je suis capable de produire, en fait. Et c'est très beau. Donc, très important, la discipline. Surtout pour un multipotentiel, mais en fait, pour tout le monde, j'ai envie de dire, de toute façon. Je suis complètement d'accord. Et moi, je vois,
C'était pareil, à un moment donné, je me suis dit non, je veux suivre l'instant et mettre aucune discipline. Et en fait, c'est grâce à la discipline. Pour moi, c'est vrai que ça peut être un mot connoté négativement ou un peu péjoratif. Et pour moi, la petite discipline, c'est vraiment se mettre un cadre, une structure. Ça peut être un cadre temporaire, un espace-temps. Dire, bah voilà, c'est de telle heure à telle heure, je fais ça, ou plutôt la matinée, je fais ça. Et c'est dans cet espace-temps qu'il y a vraiment un espace de liberté qui peut beaucoup plus se développer que quand on dans l'instant, qui est des fois, comme il n'y a pas de cas de repère de limite, on peut être perdu finalement et ça, c'est pas du tout soutenant en fait. Alors que la discipline ou se mettre un cadre, ça peut être soutenant beaucoup plus. Moi, je vois que j'ai eu une discipline sportive qui était, bon, ben, je vais à la salle de sport tous les 2 jours avant le confinement. Bon, maintenant, je me suis mis à courir. C'est bien, le confinement, je vais tester d'autres choses. Mais, et du coup, aller à la salle de sport tous les 2 jours, il y a des matins, je me suis réveillée, je me sentais sur un genre, mais je n'avais pas du tout envie d'aller à la salle de sport. Et je me dis, non, non, j'ai noté ça dans mon planning. Je sais que j'y vais quand même. Et quand je reviens d'une séance de sport, mais je me suis tellement mieux dans mon corps, j'ai une énergie tellement nouvelle. Et je me dis, non, mais j'ai tellement bien fait d'y aller. Alors que si j'avais écouté ma tête, j'aurais dit, oh non, je reste dans mon lit. Et en fait, il y a tellement de bien, c'est tellement au service, au final, les disciplines que moi, je recommande aussi, quoi. Mmh, ouais. Ouais. Et en tout cas, comme tu disais, c'est vrai que c'est important de se rendre compte que la liberté, elle vient à l'intérieur du cadre, en fait, où on s'est posé. Qu'il y a Ouais, une c'est ça. illusion souvent autour de la liberté, que la liberté, c'est ne rien prévoir, ne rien, etc. Mm. Mais en fait, il n'y a rien qui peut se déposer sans cadre. Et ça, moi, c'est un truc que j'ai découvert aussi, pareil, en animant des stages, des ateliers. C'est que dès lors que je donnais pas de cadre, bah, en Mm. face, les gens étaient perdus, quoi. Alors, dès Ouais. lors que je pose un cadre, eh ben, c'est comme si ça amène une sécurité intérieure qui fait que dans laquelle je peux me déposer. Et ensuite, de là, c'est comme si, tu vois, je me connecte là, enfin, au niveau énergétique, c'est comme si le cadre, ça relie vraiment à la base, tu vois, à la racine, Ouais. au chakra racine. Mm. Je pose ce cadre, cette sécurité, et du coup, à partir de là, peut émerger ensuite quelque chose, tout le reste, en fait, tout le reste de Ouais. la liberté, de la créativité, etc. Ouais, tout à fait. Du coup, j'avais envie quand même que tu nous partages un peu, comme si les gens qui nous écoutent sont intéressés par ce que tu partages, où est-ce qu'on peut, soit à travers toi, ce que tu proposes, transmets autour des intelligences multiples ou des natures multiples, ou surtout aussi, si toi, comment tu accompagnes avec cet outil? Ok. Merci. Bah, du coup, moi, donc l'activité que j'ai créée s'appelle l'art de trouver sa voie. Mm. Donc, bon, c'est vraiment l'idée que, en effet, pour moi, c'est vraiment un cheminement, quoi, plus qu'un but en soi, mais que c'est vraiment un chemin de trouver sa voie et qui peut s'ajuster, s'adapter. Donc, je propose des accompagnements. Donc, bah, j'ai un site internet pour ça. C'est mon nom et mon prénom. Je le mettrai soit en commentaire ou les deux. Jérôme.fr. Voilà, donc je propose soit des accompagnements individuels ou bien aussi des stages. Alors, notamment, bah, là, cet été, je propose un stage pour les jeunes où j'aime bien justement prendre un groupe. Là, donc là, c'est plutôt les 18-30 ans ou en tout cas les gens qui, ça peut être un peu plus, même les gens qui se considèrent encore comme jeunes, sont bienvenus aussi. Même quand on a 50 ans et qu'on se considère comme jeune. Bon, il faut vraiment qu'elle m'appelle la personne pour voir s'il y a la connexion. Si je sens qu'il y a l'état d'esprit jeune, ouais, carrément, si ça peut matcher. Mais c'est possible, ouais. J'ai rencontré des personnes qui ont 60, 70 ans qui étaient plus jeunes dans leur tête que des gens de 20 ans. Même un jour, je vais bientôt publier une interview d'un homme que j'ai fait de 82 ans, vachement plus jeune dans sa tête que même moi, tu vois. J'étais là, c'était ouf. Bon. Donc c'est vraiment inspirant ça. De voir à quel point des fois on peut vieillir comme ça, d'un coup, se mettre des coups de vieux. Donc ouais, il y a ce stage-là sur une semaine. L'idée, c'est une immersion. On va être plutôt dans la nature, dans un cadre privilégié. J'aime bien le contexte de la nature. Et aussi, l'idée, c'est un peu sous la forme d'une retraite. C'est-à-dire que l'invitation, c'est vraiment de couper avec les téléphones, les connexions comme ça qui parfois empêchent la connexion à soi-même, en fait, quand on y est dans l'excès, tu vois. Donc là, l'idée, c'est voilà, se mettre en condition de juste être face à soi, aller se rencontrer soi et faire émerger du coup ce qu'il y a au plus profond de soi. Donc, Donc ce sera en ici. Ardèche.
Ok. C'est en Ardèche, en Haute-Ardèche, près d'un très beau lac, là, le lac de Devecé, donc à côté de Saint-Agrève. Auprès d'une forêt qui est magnifique. Et d'ailleurs, c'est l'époque où il y aura peut-être des myrtilles. J'espère qu'il y aura des myrtilles cette année. Myrtilles sauvages, il y a une forêt de myrtilles sauvages. C'est du 9 au 15 août. Voilà. Ok, du coup, je mettrai les infos où on peut retrouver tout ça sur ton site ou on te contacte si on est intéressé. Ouais, carrément, ça marche. Bah ouais, je te donnerai le lien pour l'événement, du coup. Et on le retrouve sur mon site, ouais. Ok, super. Dans le- Je check. Je voulais pas trop que ça dure plus d'1 heure parce qu'après, je sais que ça peut être long. Il y a des gens. On est déjà à 1 heure. Ok. Ouais, ça passe vite, hein. Ça te passe vite. Donc voilà, Ok. que ça soit plus long. Et en tout cas, les gens je sais pas si j'arrive à voir tous les commentaires. En fait, là, je vois que j'ai que les commentaires en temps réel. Donc, Ok, ah ouais. Tu peux pas j'ai vraiment voir s'il y a une question encore auquel on a répondu. non, intéressant. Je vois, Théo nous a dit merci Samuel. L'idée d'aller chercher le vrai kiff du moment, être à l'écoute, la déprime parce que pas utilisé, ça fait réfléchir. Merci encore. Voilà, le fait que tu dis qu'on peut être déprimé quand on nourrit pas tous ses potentiels et que voilà, je pense que ça a parlé pour Théo et moi Ah, je mais pense grave. que ça peut parler pour beaucoup. Mm. N'hésitez pas à poser vos questions parce que même si voilà, ça ne sera pas maintenant, on pourra répondre. En tout cas, je sais pas, moi je m'engage à répondre si j'ai la. Hop, je regarde. Ouais, mais alors merci beaucoup. Je pense que voilà, je laisse ça comme ça. Si je vais mettre tout de suite, tu m'envoies tes coordonnées, comme ça je mettrai les coordonnées dans le live au-dessus et aussi en commentaire pour tous ceux qui veulent te retrouver, te contacter, te joindre soit pour ton stage ATT, soit pour un accompagnement avec soi. Voilà, qui sont appelés, qui puissent faire ça. Ok, merci Mathilde pour cette connexion. Et ouais, en tout cas, c'était vraiment intéressant des questions que ça a abordées. Et je crois que, enfin, du coup, on fait une conclusion, on termine. Ouais, écoute, moi, merci. Pour moi, ça a vraiment du sens d'inviter des personnes, même si on peut faire des choses qui se ressemblent, mais des points de vue, des expériences. De toute façon, on est tous uniques. Hein, donc, moi, ce que j'aime, c'est de trouver tout de suite cette diversité de l'humain, cette richesse de l'humain dans ses expériences, dans ses talents différents. Et du coup, j'étais ravie, très contente de pouvoir t'inviter, que tu puisses parler de toi, de ton expérience et de ce que tu as trouver, en tout cas, qui aide les gens à trouver du sens, à trouver leur potentiel, et parce que pour moi, c'est tellement important. Donc, j'étais ravie de t'inviter, que tu puisses en parler, et moi, de découvrir aussi un peu en même temps ton parcours, quoi. Ok, cool. Merci en tout cas pour l'invitation et ouais, à pouvoir partager là-dessus. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de partager sur un truc qui me tient vraiment à cœur parce que je crois qu'en guise de conclusion, j'ai envie de dire ça, c'est que très longtemps, je voulais que le monde change, tu vois. Et j'étais toujours là parce que vraiment, je trouvais que ce monde-là n'allait pas, donc ce monde industriel n'allait pas. Et en fait, petit à petit, au fur et à mesure de vouloir que ça change à l'extérieur, je me suis rendu compte que cette phrase de Gandhi qui dit sois le changement que tu veux voir dans le monde, elle était mais tellement vraie en fait, parce que il n'y a aucun changement extérieur qui va se passer tant que nous-mêmes on se connaîtra pas en fait, tant que tu te connais pas à l'intérieur, tant que tu sais pas quitter. Tu peux pas apporter quelque chose tu peux pas apporter ta brique à l'édifice quelque part de la construction de quelque chose de nouveau si tu sais pas, si tu te connais pas en fait, si tu es pas ce changement du coup que tu veux voir. Parce que pour moi, quelque part, le changement dont il parle Gandhi, en tout cas, c'est le point où j'en suis aujourd'hui de réflexion et puis d'intégration de ça, c'est que c'est en offrant le meilleur de nous-mêmes à ce monde que du coup, c'est en incarnant nos valeurs, ce qui nous touche profondément, qu'il y a vraiment des nouvelles dynamiques qui pourront être créées en fait. Ouais. Et que c'est comme ça qu'on va créer ce nouveau paradigme tous ensemble. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé d'y aller, donc autant y aller tout de suite en fait. Et je crois que voilà, cette introspection du confinement nous a vraiment invités à ça, à se dire mais là, il est vraiment temps d'y aller en fait. Il n'y a plus de raison d'attendre, de basculer vers autre chose, de basculer vers plus de soi, vers la construction d'un nouveau monde, d'un monde qui est plus empreint de nos valeurs. Ouais. De nos richesses intérieures, j'ai envie de rajouter. Nos richesses intérieures. Ça rime en plus comme ça.
Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si c'est une intelligence du verbe créateur un peu ou poétique. Chez moi, je ne sais pas si c'est une intelligence qui se Là, retrouve. c'est linguistique, quoi. C'est Ah, vraiment ok, bon, ça. verbal linguistique. Yes, yes, Ok. yes. Ouais, je sais ça. Bah oui, tu m'as montré tes écrits. C'est vrai que c'est très agréable. Et du coup, après, bon, il y a une dernière chose, je ne peux pas parler, mais ce qui est intéressant, c'est de voir après le complément énergétique qui se passe quand il y a la rencontre justement des différents talents. Il y a des synergies comme ça qui se passent, tu vois. Bah, par exemple, là, voilà, il y a des synergies de talents qui peuvent se rencontrer. Et c'est ça qui est intéressant après dans l'idée de créer des équipes. Parce que justement, bah, on crée des synergies de talents. Et puis là, il y a des choses magnifiques qui peuvent se créer. Moi, Des c'est des talents trucs que j'ai observés. complémentaires. Ouais, c'est ça, des talents complémentaires. Et c'est comme ça, en fait, quelque part, que les entreprises devraient être créées. C'est Mm. vraiment dans cette synergie de talents complémentaires parce que c'est ça qui va apporter la richesse d'une entreprise. Tellement. Merci, en tout cas, merci à toi. N'hésitez pas à liker, commenter ou partager si vous pensez que ça peut contribuer pour d'autres ou à poser vos questions ou à partager vos témoignages ou à contacter Samuel ou moi si vous avez envie vous de mieux trouver votre voix, en tout cas de mieux vous connaître parce que moi c'est aussi, ma spécialité c'est plutôt de reconnecter les gens à eux, à leur essence et puis toi dans l'art de trouver sa voix et d'être, si vous avez envie d'être en immersion avec Samuel cet été, mois d'août, et que vous avez entre 18 et 30 ans, voire plus, si vous avez l'âme jeune, pour vous reconnecter à vos potentiels et à vos talents. Donc voilà. Merci Samuel, beaucoup. Merci pour ta présence. Ouais, merci Mathilde. Bonne soirée à chacun. Ouais, merci. Ciao.